Bienvenue dans cet épisode de Marie-Rose Gallès prend le thé avec Emeline, donc qui est la présidente de SOPK Europe. Alors on s'est rencontrés il y a presque un an maintenant, quelque chose comme ça. C'est ça. Voilà, c'était une journée qui était organisée par le collectif BAP et finalement on est deux stands, on a papoté ensemble et tout. Donc je suis super heureuse qu'on te reçoive aujourd'hui parce que, alors je sais pas si c'est eux et moi ou moi et les multiples personnalités qui est dans la tête, mais on est tous quand même super contents. Dans les deux cas, c'est très agréable d'être là. Et on va parler d'un sujet donc, qui est assez proche de l'endométriose, donc qui est le SOPK. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter ? Comme tu l'as dit, je suis vice-présidente de SOPK Europe. Je suis aussi patiente partenaire. J'ai reçu le diplôme démocratie en santé de la Sorbonne l'an dernier. Et pour l'obtenir, en fait, j'avais présenté un mémoire de recherche sur la mésinformation en santé, spécifiquement autour du SOPK et de l'impact des réseaux sociaux justement sur la mésinformation des patientes et de notre société plus généralement. Et mes travaux, du coup je te l'annonce, j'ai une bonne nouvelle pour être présentée à plusieurs congrès scientifiques cet automne, dont la FFR à la fin du mois. Trop bien. Très contente. Et alors surtout, je note, là, mon regard s'est illuminé quand tu as dit ça, je vais l'interviewer pour mon 200e livre, ils sont habitués, je sors un livre tous les 4 matins. Mais j'ai déjà des questions pour un chapitre à te poser. Très bien. On se revoit bientôt du coup. Est-ce que tu peux nous dire, parce que je suis la première à avoir une grande passion pour les acronymes, on sait plus ce que ça veut dire. Tout à fait. Alors le SOPK, et non pas le SPOC, des fois les gens disent le SPOC. Ah mais c'est des fans de Star Trek ou quelque chose comme ça. Voilà. Le SOPK, c'est le syndrome des ovaires polykystiques. PCOS en anglais, c'est une maladie endocrinienne chronique et évolutive qui a été identifiée pour la première fois en 1935. Ah c'est récent en fait, ça fait même pas un siècle quoi. Récent, oui et non. Finalement, quand tu vois qu'il n'y a pas aujourd'hui de vraie solution pour les patientes, on se dit que c'était finalement il y a très longtemps. Ce qu'on peut dire sur cette pathologie aussi, c'est que ça touche environ 2 millions de Françaises, puisqu'on a une prévalence à échelle mondiale. Il n'y a pas eu d'étude de prévalence en France à 1 sur 7, à peu près une personne menstruée sur 7. Donc c'est beaucoup. C'est beaucoup de monde. Il va y avoir des implications sur la santé hormonale, la santé métabolique. Il y a un trouble du cycle, il y a une implication aussi, forcément, comme pour toutes les maladies chroniques, sur la santé mentale. Et c'est aussi aujourd'hui la première cause d'infertilité dite primaire, c'est-à-dire pour la première grossesse chez les femmes, en fait. Le syndrome des ovaires polykystiques, qui porte mal son nom. Oui, c'est ce que j'ai entendu dire, c'est que du coup, déjà là j'allais te dire, dans ce que tu décris, visiblement on est bien au-delà des ovaires, un peu comme l'endométriose, on dit une maladie gynécologique en fait. C'est plus complexe que ça. Là, tu m'as quand même parlé de beaucoup de choses sauf des ovaires. Et effectivement, j'ai lu que c'est un peu comme la prostaglandine où de base, on est parti sur un truc et après on s'est dit non, en fait, c'est pas ça, mais non, il était déjà installé. Exactement. En fait, à l'époque, je ne sais pas comment ça se passait puisque je n'y étais pas, mais d'après ce que je sais sur le sujet, tu voyais ces femmes qui présentaient des signes d'hyperandrogénie, qui ne parvenaient pas à avoir des enfants. Forcément, on a un peu regardé ce qui se passait au niveau des ovaires avec l'imagerie médicale de l'époque. On voyait beaucoup de volume sur les ovaires. Donc aujourd'hui, on sait que c'est des follicules en surnombre. D'accord. On a le SOPK, on a un volume ovarien important. Il y a beaucoup de follicules qui sont présents sur les ovaires. Donc il faut savoir que pour que ça compte comme critère de diagnostic, quand on établit un diagnostic de SOPK, il faut qu'il y ait plus de 20 follicules par ovaire. Je dis 20 parce qu'à 20, en général, on s'arrête de compter. Ah, ok. C'est ça. Non, mais c'est important de le dire parce que des fois, on nous dit j'ai fait une échographie des ovaires, un examen de contrôle. On nous écrit sur le compte de l'ASSO, des fois, il y avait 5 ou 6 follicules. Est-ce que j'ai le syndrome des ovaires polykystiques ? Non, mais certainement pas juste basé là-dessus. Mais en tout cas, à l'époque, on voyait ces volumes sur les ovaires avec l'imagerie médicale de l'époque. On s'est dit, disons, ces femmes ont des kystes sur les ovaires, mais non, c'est pas ça. Le SOPK et les kystes ovariens, c'est pas la même chose, même si on peut avoir le SOPK et avoir des kystes ovariens fonctionnels. Malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. Alors du coup, donc tu nous expliquais que on pouvait voir certaines choses sur les images, tout ça, le SOPK, mais concrètement, quels sont les symptômes ? Voilà,
Imaginons, même toi, en fait, voilà, tu as un SOPK, qu'est-ce qu'on va retrouver régulièrement? Est-ce qu'il y a des symptômes types? Est-ce que c'est un peu comme l'endométriose, il y a une multitude de symptômes et c'est rare quand même, heureusement qu'on coche tout, ça se passe comment? Alors, le syndrome des ovaires polykystiques, comme l'endométriose, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les patients ne vont pas forcément présenter la même association de symptômes. Parmi les symptômes les plus récurrents, on va avoir la perte ou la prise de poids inexpliquée, des cycles irréguliers et ou anovulatoires. Alors, je parle pas du oh là là, j'ai eu un coup de stress, j'ai fait un cycle à 40 jours. Je parle quand même de cycles qui font régulièrement moins de 21 jours ou plus de 35 jours. D'accord. Ou l'améliorer, les règles qui s'arrêtent. Moi, c'était mon cas quand j'étais plus jeune, parfois plusieurs mois. Donc, ça, c'est vrai que c'est pas. S'il y a pas de grossesse, c'est pas bon signe. Sans grossesse, ou je pense aussi, parce que par exemple, les sportives ou les personnes qui souffrent d'anorexie, des choses comme ça, qui peuvent aussi connaître ça. Mais voilà, s'il n'y a pas d'autres facteurs, c'est ça. Il faut s'alerter. Il faut s'alerter, ou quand il y a un trouble du cycle de manière générale, c'est vrai que ça vaut le coup de s'interroger. On a aussi parmi les symptômes des signes d'hyperandrogénie. Donc là, ça va être une acné adulte. D'accord. Perte des cheveux diffusés continue. Là, on arrive en automne, si on perd un peu plus de cheveux, c'est plutôt normal. Par contre, si vous avez une perte de cheveux diffusés continue, ça vaut le coup d'aller voir le dermatologue aussi pour poser la question. Et aussi une hyperpilosité. Donc là aussi, pas les poils. Mais c'est super injuste. Tu les perds, t'en gagnes. Voilà, l'hyperandrogénie, c'est ça. L'hyperandrogénie, malheureusement, c'est ça. Donc, l'hyperpilosité, là non plus, on a des poils. T'es brune aussi, donc voilà, on a des poils sur les avant-bras. Ça, c'est normal. Par contre, si on en vient à avoir des poils là sur le visage, sur les joues, sur le menton, ici, sur le torse, sur les épaules, sur le ventre, sur le dos, au point où ça ait un impact sur votre vie sociale, sur votre vie amoureuse, sur votre vie professionnelle, ça aussi, ça fait partie des signes d'hyperandrogénie. Après, au niveau des patients, des ressentis des patients, il y a aussi beaucoup d'anxiété, de fatigue chronique. Donc, si vous ressentez ces symptômes, ce qu'il faudrait faire, poser la question, si vous avez une suspicion, en tout cas, c'est d'aller voir un gynécologue et ou un endocrinologue. D'accord. Le SOPK, c'est un diagnostic différentiel, c'est-à-dire on va d'abord éliminer la possibilité qu'il y ait une pathologie qui présente des symptômes communs au SOPK. Je pense notamment à l'hypothyroïdie, l'hyperprolactinémie, l'endométriose aussi, normalement, on doit écarter. Le syndrome de Cushing. Et en fait, si c'est pas ces pathologies-là, et là on va se pencher sur les critères dits de Rotterdam qui servent encore aujourd'hui à établir le diagnostic de SOPK. Donc on faut en cocher 2 sur les 3. D'accord. Mais souvent on a le 3. Ok, c'est intéressant ce que tu dis parce que, alors déjà oui effectivement, alors tu appelles ça un diagnostic exclusif, c'est ça qu'on t'a dit? Un diagnostic différentiel. Différentiel, d'accord. Et c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis parce que très souvent, donc moi je me suis contactée par des gens qui me disent j'ai ça et ça comme symptômes, est-ce que tu penses que c'est une endométriose? Alors, bien évidemment, mes followers ne sont pas stupides. Il y en a qui me disent, ouais, ils me demandent un diagnostic. Non, déjà, c'est pas dit. À quel moment ils me demandent un diagnostic? Ils me demandent si je pense que c'est ça. Ils savent très bien que je ne suis pas médecin. Ce qu'ils veulent entendre, savoir, c'est est-ce qu'ils sont légitimes à prendre un rendez-vous. Dans un contexte où il y a peu de médecins, on a peur de déranger et on normalise ces symptômes, c'est vrai qu'il y a ce petit réflexe de, attends, si je demande à la fille qui s'y connaît un peu. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne vais pas déranger le médecin pour rien. Déjà, non, vous ne dérangerez pas le médecin pour rien. Je trouve que c'est important de le rappeler. Et effectivement, moi, c'est toujours ce que je dis, ça peut être l'endométriose, effectivement, les symptômes que vous décrivez, mais dans les maladies gynécologiques, en fait, il y a plein de symptômes qui se recoupent. Oui. Et donc, c'est important d'aller creuser un petit peu plus loin. Et donc, c'est effectivement là qu'on fait appel à un professionnel. Mais encore une fois, alors, je ne sais pas si toi, tu as ce cas, mais vraiment, je comprends que dans ce contexte où on manque de médecins, on voit des personnes qui ont des pathologies où le diagnostic, moi, on le voit de plus en plus, des dermatos qui te disent qu'ils ont des patients qui arrivent quasiment trop tard pour des cancers de la peau parce qu'il y a des délais trop longs. On culpabilise un petit peu pour ces symptômes qui sont normalisés de est-ce que je vais déranger, est-ce que je vais prendre le créneau de quelqu'un qui en a plus besoin. On ne va pas dire que ça n'existe pas, ça existe, la réalité est là, mais vraiment quand vous montrez des symptômes, qu'il y a des soucis, comme tu dis, le cycle hormonal qui est plus bon et que c'est un signe de bonne santé, vraiment vous êtes légitime à prendre un rendez-vous. Ça vraiment, je pense que c'est un message à rappeler, parce qu'en tant que femme, c'est un truc qu'on voit dans plein de trucs. Par exemple, dans les AVC, on sait que les femmes appellent 15-30 minutes plus tard pour elles, alors qu'elles appellent pour les autres. Oui, non, typiquement. Et puis après, nous, ce qu'on voit aussi beaucoup, c'est même dans les chiffres, on le voit, il y a beaucoup de femmes qui sont diagnostiquées dans les SOPK
assez tard dans la vie. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai été diagnostiquée, j'avais 17 ans. C'est jeune pour être diagnostiquée d'une maladie chronique, mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est une chance quand même. Des femmes de mon âge, donc j'ai eu 37 ans cet été, qui sont diagnostiquées au moment de leur entrée en AMP parce que elles ont toujours eu des symptômes finalement sur lesquels elles ont un peu mis un petit mouchoir, on va oublier. Hein. Elles n'en ont pas parlé au médecin. Enfin, puis après, il y a un peu un effet aussi où ton entourage te dit t'inquiète pas, ça c'est pas grave, c'est normal, etc. Voilà, ne vont pas chez le médecin et arrivé à mon âge. Voilà, elles se sont mariées, elles veulent fonder une famille, et puis forcément, au bout d'un an, un an et demi, il n'y a pas d'enfant, et on les diagnostique en entrée en AMP, donc ça pour le SOPK, c'est très courant malheureusement. Ouais. Et là, tu comprends que tous tes symptômes ont toujours été là, il y avait une explication, miracle. C'est ça. Et malheureusement, oui, comme tu dis, la chance d'être diagnostiqué tôt, parce qu'être diagnostiqué tard, c'est les pertes de chance qui vont avec. Exactement. Notamment si on veut un enfant. Si vous voulez pas d'enfant, voilà. Mais c'est vrai que, moi je sais qu'il y en a qui me disent, j'en ai des child free qui vont me dire, bon, en soi, ça n'a rien changé. Il y en a d'autres qui vont me dire, si j'avais su, j'aurais fait d'autres choix à d'autres moments. C'est vrai. Savoir, c'est le pouvoir, c'est ce qu'on dit. Alors, on a pour habitude de dire que la sensibilisation, la prise en charge du SOPK, elle en est au stade où on était l'endométriose il y a 10 ans. Voilà, c'est un petit peu le dicton dans le militantisme sur la santé des femmes. Toi qui es sur le terrain, tu confirmes ou pas ? Je confirme, oui, quand on voit que pour sortir le plan endométriose, par exemple, finalement, il y avait 20 ans de militantisme, 20 ans de travail associatif derrière. Après, c'est une chance pour nous parce que ça a quand même éveillé les sensibilités, les consciences, justement autour de la santé des femmes, mais je pense que c'est un peu creusé les tranchées pour qu'on parle davantage du SOPK ou des fibromes utérins, etc., qui sont aussi des vraies problématiques en santé des femmes, et c'est pour ça notamment que chez SOPK Europe, nous, on travaille avec le collectif BAMP, on travaille avec nos consoeurs de Fibromes Info France, parce que la santé des femmes, c'est un sujet global qui manque d'attention aujourd'hui, je pense, à la fois dans les politiques publiques et puis dans notre société en général. Donc, c'est pas la priorité. Hein. C'est pas la priorité, mais c'est vrai que moi, je te rejoins. Moi, je pense sincèrement, et c'est aussi le but de ce nouveau format, c'est que en matière de santé des femmes, tous nos combats se tiennent. Dire, chaque fois qu'il y en a une qui fait un pas, ça fait avancer le reste, surtout dans ces maladies où il est fort probable qu'on découvre certains mécanismes qui vont éclairer d'autres pathologies. Donc clairement, oui, non, tout se tient et ça c'est hyper important. Et c'est pour ça que je suis super contente aussi de ce format où j'ai décidé, alors il y aura toujours un peu un lien, tu vois, avec l'endométriose, mais d'élargir un petit peu les perspectives parce que, voilà, puis d'ailleurs, de toute façon, si dans ce genre de colloque, on est toujours les mêmes à se retrouver, c'est bien évidemment. Oui, voilà. C'est toujours les mêmes qu'on retrouve. Hein. C'est ça, toujours les mêmes qui ont autre chose à faire le samedi que de regarder Netflix, alors qu'on est pas bien. Des fois, c'est vrai qu'on aimerait bien, c'est fatigant de militer, mais bon, c'est pour la bonne cause. C'est ça. Petite curiosité scientifique. Moi, j'aime bien les données scientifiques. Ici, on a quand même l'habitude de parler d'endométriose, même si on élargit le sujet. Moi, je sais que j'ai des personnes qui vont me dire j'ai le SOPK et l'endométriose. Toi qui as un petit peu poncé le sujet, comme j'ai la flemme d'aller sur PubMed, j'en profite de t'avoir ici. Ça marche. Est-ce qu'on a des statistiques sur les personnes qui cumulent les deux? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux qui a été établi? Est-ce que c'est une comorbidité? Ou pour l'instant, on est juste à constater, bon, des fois ça arrive, pas de chance. Écoute, tu vas être déçue. Je n'ai pas vraiment poncé le sujet parce qu'il y a aujourd'hui, en fait, on voit un lien... c'est assez récurrent de rencontrer des personnes qui ont un double diagnostic de SOPK et d'endométriose. Moi-même, j'ai de l'adénomiose, je le sais, je l'ai appris par hasard il y a 1 an. Ça va faire 1 an le mois prochain. Néanmoins, aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'études qui a permis d'établir le lien entre les deux. Et bon, comme tu le sais, dans le raisonnement scientifique, tant que la science n'a rien prouvé, on ne peut rien affirmer. C'est très courant, mais je ne sais pas, est-ce que c'est le hasard ou est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Pour l'instant, on ne peut rien affirmer en tout cas. Oui, alors un petit rappel, d'ailleurs, quand on est dans les points scientifiques, il y a une différence entre corrélation et causalité. Corrélation, c'est quand on a concrètement des courbes, des stats qui vont dans la même direction. C'est pas pour autant que la courbe A entraîne la courbe B. Hein. Voilà, c'est souvent parce qu'on va nous dire ah ben ouais, mais il y a tant de pourcents d'endométriosiques, moi j'en sais rien, qui ont adopté une licorne. C'est pas parce que non, il y a des Ça femmes. fait envie, hein. Ah, je sais pas si la licorne elle te cause l'endométriose. Ah, est-ce que t'as pas envie de dire je rends ma licorne?
J'adopte un petit chat par contre. Voilà, le chat guéri peut-être. Voilà, c'est important de le rappeler. Très souvent, on a des corrélations comme ça. Alors moi, la corrélation que je préfère, c'est celle entre la consommation de margarine et le taux de divorce. Écoute, j'ai jamais entendu parler de ça. Alors ouais, c'est du coup... Prenez du beurre. En fait, tu as justement des tops de corrélations à la con pour démontrer qu'une corrélation n'est pas une causalité. Mais du coup, je trouve ça intéressant de voir justement, mais peu importe la réponse, hein, qu'on en déduise que c'est lié ou que c'est pas lié, je pense que ce serait vraiment intéressant, mais bon, déjà qu'on a du mal à revenir de l'argent, à motiver les gens pour juste chercher sur un truc, sur leur manque de chercher sur deux trucs en même temps. Non, mais oui, enfin, je pense qu'on manque de données, on manque de recherche sur d'ailleurs les deux sujets, le SOPK et l'endométriose, et en tout cas, nous, à SOPK Europe, au niveau de notre plaidoyer, c'est une des premières lignes, c'est d'injecter plus de fonds dans la recherche scientifique, donc, pour permettre aux patients de mieux vivre leur pathologie, et aussi, j'insiste là-dessus, pour que les professionnels de santé puissent mieux nous prendre en charge, que les patientes ne se détournent pas du parcours de soins, du parcours médical, dont aujourd'hui elles sont déçues parce qu'il n'y a pas de vraie solution pour les patientes. C'est toujours un peu dur de dire ça, mais c'est la réalité en fait. Et c'est pour ça aussi qu'il faut injecter des fonds dans la recherche scientifique. Je pense que les professionnels de santé, c'est comme l'endométriose, ils n'ont pas grand-chose finalement dans la boîte à outils thérapeutique, et ils font aussi ce qu'ils peuvent. Nous, à l'association, je sais que j'ai un regard biaisé parce que, comme tu dis, dans les colloques, dans les congrès, on voit souvent les mêmes professionnels de santé aussi, et c'est déjà des professionnels de santé qui sont sensibles au sujet, qui viennent vers les associations, qui viennent vers les militantes, etc., qui ont envie d'avoir de l'expérience patiente pour comprendre, mieux accompagner les patientes qui suivent. Néanmoins, le fait est que l'arsenal thérapeutique est très limité et que ils se sentent aussi parfois un peu démunis. Donc, bien sûr. C'est l'idéal pour personne, cette c'est situation. Vraiment de la frustration des deux côtés. Oui, c'est ça. C'est De la déception des deux côtés, mais comme tu dis, tant qu'on n'a pas de recherche, on n'a rien de nouveau à se mettre sous la dent, quoi. Donc c'est pas simple, mais du coup, en parlant de ce croisement, alors c'est vraiment un constat empirique. Moi, j'en ai plein, donc qui effectivement cumulent les deux, et du coup, ça s'annule un peu parce que comme le SOPK, c'est une maladie liée aux androgènes, et que les androgènes, c'est ce qui vraiment apaise le mieux l'endométriose. Des fois, ça va camoufler les symptômes, mais jusqu'à un certain stade, et moi j'en ai plein qui m'expliquent que la grossesse, ça fait une espèce de reboot hormonal. Hein. C'est d'ailleurs, pendant un temps, on dit si vous avez un enfant, ça calmera l'endométriose. Alors ça marche dans certains cas, mais c'est pas du tout une baguette magique. Ne faites pas des enfants médicaments, je vous en supplie. On ne les ramène pas. D'avoir un bébé. On ne les ramène pas après à la pharmacie pour les recycler, vraiment pas. Ce sont des êtres vivants, voilà. Donc ne faites pas ça. Mais malheureusement, moi j'ai connu ça, les médecins qui disaient faites un enfant. Alors c'est pas un objet en fait. Donc non. Mais c'est vrai que moi j'en ai qui m'expliquent que comme ça fait une sorte de reboot hormonal à la grossesse, parce qu'il se passe énormément de choses dans ton corps à ce moment-là. Le SOPK qui était un peu finalement dominant jusqu'à ce moment-là va passer au second plan, et on a de l'endométriose qui se met à devenir symptomatique. Alors c'est vraiment un constat empirique, on est plusieurs à faire sur le terrain. Là aussi, on n'a pas d'études. Est-ce que toi, tu as des études? Est-ce que c'est aussi quelque chose que tu as un constat sur le terrain que tu fais, ou non, pas spécialement? Données ou de quoi que ce soit particulier là-dessus. Enfin, même moi, en fait, quand on m'a annoncé par hasard que j'avais de l'adénomiose, j'avoue que j'ai pas non plus recherché sur le sujet. Donc là, bon, c'est vrai que c'est pas j'ai pas beaucoup de connaissances sur l'endométriose pour le coup, pour répondre à cette question. En tout cas, pas grand-chose. Mais là aussi, manque de recherche, et en plus, je pense que pour le coup, on ne réussira pas à motiver les chercheurs pour ça, parce qu'il y a quand même une politique nataliste énorme pays. Oui, voilà, des éléments de langage étaient très maladroits pour dire. Qu'est-ce que c'était gentil. Non, mais je pense que. C'était très maladroit. Non, vraiment, tu étais très, très bienveillante. Non, mais c'est maladroit parce que l'infertilité, c'est un sujet. Enfin, je veux dire, nous, on ne peut pas dire le contraire avec la statistique d'infertilité, pas de stérilité, c'est pas la même chose. Quand on a un SOPK, on a un risque d'être infertile, mais pas stérile. Le SOPK à lui seul ne provoque pas la stérilité en rétablissant l'ovulation. Du coup, je le dis là, puisque j'ai la parole. Quand on a un SOPK, on a le même nombre d'enfants que les autres femmes. On les a juste, en général, plus tard dans la vie, on met plus de temps à les avoir, mais voilà, ça ne doit pas empêcher. Si votre souhait c'est de fonder une famille, c'est pas le SOPK qui va vous en empêcher. On est plutôt bien accompagné médicalement sur le sujet, même j'ai envie de dire d'ailleurs que sur ce point. Et oui, pour la politique nataliste, à la limite, on peut comprendre que ça inquiète la baisse de la natalité, etc. Mais je pense que
Et l'infertilité, les personnes qui sont infertiles en souffrent, ça c'est sûr et certain. Néanmoins, je pense qu'au niveau des institutions, il faudrait aussi réfléchir. Il y a aussi peut-être un choix d'avoir moins d'enfants parce que les infrastructures ne sont pas adaptées, parce que les gens ont moins de moyens économiques aussi d'avoir des enfants qu'avant. Puis, comme tu dis, l'accompagnement, parce que moi, les témoignages que j'ai de ces femmes du coup, qui se mettent à être symptomatiques. Alors déjà, elles découvrent les symptômes de l'endométriose qu'elles ne connaissaient pas avant, donc il y a tout ce temps d'adaptation, des stratégies d'adaptation que je mets en place et tout. Et tu fais ça en même temps que tu es en pleine matrescence, que tu as un enfant qui a besoin littéralement de toi. Oui. Et donc c'est très compliqué. Et tout le monde leur dit, à commencer par les médecins, de vous plaignez pas, au moins vous avez un enfant. Ouais. Donc je pense qu'on aura du mal à les motiver à chercher voilà ce qui se passe à ce moment-là. Mais c'est vrai que c'est un peu la double peine finalement pour ces personnes. Mais merci pour ce point, parce qu'effectivement tu as commencé en disant que c'était la première cause d'infertilité, ce qui peut faire extrêmement peur pour les personnes qui souhaitent avoir un enfant, hein, ce sentiment un petit peu de sanction. Moi, je le vois dans l'endométriose, c'est généralement les mails que je reçois entre 1h et 3h du mat, quand les personnes sont en train de cogiter, n'arrivent pas à dormir et tout, et finissent par m'écrire de « j'ai le diagnostic, je voulais toujours des enfants, c'est foutu, le coup près est tombé et tout ». Et toi, tu te retrouves à désamorcer la bombe en plein milieu de la nuit, en expliquant aux gens que c'est pas de la stérilité, c'est de l'infertilité, que tu peux pas promettre à la personne qu'elle aura des enfants, j'en sais fichement rien la vérité, hein. Mais que finalement quand même il y a 80% des endométriosiques qui réussissent à avoir des enfants et tout. Donc voilà, petit message, si vous avez le diagnostic SOPK, c'est pas forcément un coup près qui tombe. En plus je pense qu'on peut te contacter aussi, contacter l'association pour poser des questions, tout ça. Et d'ailleurs, comment tu t'es retrouvée dans l'association? C'est venu naturellement, c'était une occasion? Je dirais que c'est une occasion, mais dans la vie, en fait, tu sais, les choses arrivent pas trop par hasard. En général, plus vieillie, plus je me rends compte de ça. Diagnostiquée à 17 ans, donc 2004-2005. Donc à l'époque, je sais pas si les gens qui regardent sont jeunes ou pas, plus jeunes que moi, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas d'association, il n'y avait pas tout ça. Moi je me souviens après le diagnostic de beaucoup de solitude quand même. Ouais. Et il y a aussi une partie quand même, je pense que toutes les malades chroniques passent par là, on est un peu abattu quand même par la nouvelle, c'est un peu injuste finalement, pourquoi c'est tombé sur nous, etc. Et je m'étais toujours dit, quand même c'est injuste, on vient de me diagnostiquer ça, j'en parle, personne ne comprend ce que je traverse, tout le monde minimise. Franchement, un jour je vais créer une association. Je me disais ça quand j'étais plus jeune. Alors, créer une association, c'est dur. Moi, je me sentais pas capable de faire ça ou quoi que ce soit. Mais je me suis rendu compte qu'il y en avait une en septembre 2019, alors que moi, je venais d'installer Instagram sur mon téléphone parce que Instagram, j'ai pris le train vraiment en retard. J'ai failli louper le train d'ailleurs. Voilà. Et là, j'ai trouvé l'association et tout de suite, j'y ai adhéré. Je me suis impliquée comme bénévole. Puis ensuite, je suis devenue secrétaire générale. Ensuite, j'ai été élue vice-présidente. Et aujourd'hui, je dirige l'association. C'est dans la vie, les choses n'arrivent pas par hasard en fait. Tu vois, ça s'est fait un petit peu comme ça. Et c'est rigolo parce que je repense à Emeline à 17 ans après son diagnostic et je me demande, je pense que j'étais loin d'imaginer, mais j'aurais été fière, moi, à 17 ans, tu vois, de me dire ça, que j'allais devenir une femme militante qui représente les patientes, que en fait, j'étais pas toute seule, qu'on est plus de 2 millions. En France, et que finalement ma vocation ça allait être ça en fait, et que toute cette peine que j'avais après mon diagnostic, et moi aussi le médecin m'a dit ça va être compliqué d'avoir des enfants, et quand on me dit ça à 17 ans, c'est super difficile à entendre, mais que tout ça en fait j'allais faire finalement des plus beaux trucs et des trucs les plus enrichissants dans ma vie. Le militantisme, il n'y a pas que ça heureusement, mais c'est un truc très positif dans ma vie, c'est un vrai moteur en fait je pense aujourd'hui. Tu voulais faire de parce que ça me renvoie à ma propre expérience de militante et j'aime beaucoup le côté de si je pouvais revenir, moi pareil, si je pouvais remonter le temps et dire à celle que j'étais à 20 ans, oh tu vas faire ça, je pense qu'elle n'en reviendrait pas. Non, moi j'en reviendrai pas non plus je pense. Mais c'est cool. Donc finalement tu as réussi, moi j'ai pour habitude de dire que la vie c'est une partie de poker et que du coup même si tu as une mauvaise main en vrai, il y a moyen de gagner la partie. Alors ça fait un peu méritocratie, la vérité, on sait tous que la réalité sociologique, psychologique, elle est quand même bien plus complexe que ça. Mais c'est cool aussi de se rappeler qu'on a quand même une petite marge de manœuvre et que des fois, la balle qu'on t'envoie, tu peux en faire quelque chose. Donc c'est cool. Alors, petite question, puisqu'on est dans un tea time. Et c'est très bon d'ailleurs. C'est très bon. Oui. Alors,
Je lui ai servi un petit thé, c'est quoi, c'est les trucs américains, là, pumpkin kiss, je sais jamais prononcer, spice. Ouais, voilà. Alors je suis pas très thé à la base, mais je dois te dire que celui-ci est très bon, donc je vais te faire confiance à l'avenir pour le thé. Donc celui-ci est adopté. Oui. T'es plutôt team café d'habitude? Oui, café, latte, ouais, toutes ces choses-là. Pas de matcha par contre. Le matcha, en vrai, ouais, faut aimer. Moi, je trouve que c'est pas mauvais, mais c'est quand même... ça a du caractère. C'est particulier. Bref, merci d'être venu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager. Partagez aussi votre vécu en commentaire. Voilà, encore une fois, vous n'êtes pas seul. Toutes les informations sur Emeline, sur moi, sont dans la description. Et surtout, l'essentiel, prenez soin de votre santé. Si vous voulez... Il reste plus qu'une phrase à dire, une phrase. Le truc, c'est dérouler tout ça, et la dernière phrase, c'est la plus dure. Ça sera dans les bloopers.